Bon, déjà, Mathieu, merci infiniment de vous être rendu disponible en ce lundi de pont. Euh, On travaille. Pareil, je sais qu'il y a une bonne partie côté équipe La Fabrique qui est mobilisée, effectivement, puisqu'on a aujourd'hui même le lancement de la collecte de l'opération. Ouais. L'idée, c'était de faire un point sur le projet et donc globalement le projet, donc la levée de fonds qui est portée sur la Fabrique, mais plus Oui. largement votre projet, celui que vous portez à travers la marque Gustave, que vous puissiez nous expliquer un petit peu l'histoire, la genèse derrière ce beau projet en fait, et qu'on puisse un petit peu descendre après quelques points un peu plus techniques et juridiques autour à la fois de votre modèle d'exploitation et aussi du projet de financement qu'on va proposer aujourd'hui à notre communauté d'investisseurs. Voilà, c'était l'idée de faire un petit peu ce point. C'est un exercice qu'on fait pas très souvent, effectivement, d'avoir ces visios avec des porteurs de projets. Mais là, on s'est dit que c'était pertinent de le faire parce que votre modèle sort un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est d'ailleurs ce qui le rend très intéressant et unique. Et du coup, forcément, on s'est dit que qui de mieux que la personne qui a imaginé ce modèle-là pour en parler à notre communauté et Bien. leur expliquer un petit peu les raisons même de ce mode de financement et autres. Mathieu, si ça vous va, je vous propose de commencer justement par la genèse, par le concept de Gustave Collection et OK. savoir d'où vous est venue cette idée de proposer en fait du bureau haut de gamme avec vraiment les services et qui reprennent les codes de l'hôtellerie luxe euh, Mhm. et cette approche dédiée aux entreprises euh, autour de ces très beaux actifs parisiens. Je le précise, j'ai eu la chance de visiter les trois immeubles qui sont actuellement en cours d'exploitation C'est ça. sur Paris. Donc, et merci d'ailleurs pour les équipes qui ont fait visiter ces trois immeubles. Voilà. Mais de votre côté, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse autour de l'idée Gustave Collection? Ouais, tout à fait. Alors, Gustave Collection, c'est né d'une expérience passée du monde du coworking. J'ai commencé dans le coworking en 2011-2012 chez Regus. Regus, c'est l'acteur majeur du coworking dans le monde entier. On entend moins parler que des grands acteurs comme WeWork, comme Morning, parce que ils font moins de communication et puis ils sont plus sur un modèle de business center, mais ça reste quand même le plus gros acteur au monde parce qu'ils ont à peu près 4000 implantations. Quand WeWork en avait au summum à peu près 800, et puis je pense qu'ils sont tombés à moitié moins. Donc voilà, donc j'ai passé 5 ans chez eux, en étant commençant en 2012 comme directeur de centre, donc avec plusieurs casquettes, directeur opérationnel pour gérer les clients à l'intérieur, mais la plus grande partie, directeur commercial pour remplir les immeubles, enfin 7 immeubles de clients. Ça s'est plutôt très bien passé. C'était rue de Rennes, à côté de la Tour Montparnasse. On a atteint un taux de 100% de taux d'occupation assez rapidement. On m'a confié ensuite la direction commerciale de la rive gauche. On avait une petite dizaine d'implantations, puis qui compte manager pour les grands groupes, où je me commençais à me rapprocher des grosses sociétés corpo. Et à l'époque, encore en 2013, 2014, 2015, Argus était quand même on va dire en coworking, même si ce n'était pas le mot utilisé à l'époque, on parlait plutôt de business center, le premier à offrir des immeubles avec du service et de la flexibilité. Une fois que j'ai quitté Regus pour monter en fait un premier immeuble avec un de mes clients qui venait d'acheter un immeuble à Paris dans le 16e arrondissement et qui voulait transformer cet immeuble de bureau en coworking avec évidemment tous les sorts depuis 2014 de WeWork et cette vague de coworking qui était plutôt très très à la mode une fois que WeWork est arrivé sur le marché français et européen. Et on a créé cette première structure, ce premier immeuble sous le fanion Bureau Club, qui est un des premiers franchiseurs d'espaces de coworking, où ça s'est plutôt très bien passé. On a atteint un taux d'occupation de 100% en quelques mois, un très bel immeuble dans le 16e arrondissement. Et malheureusement, ce propriétaire-là n'avait pas le réel envie, pardon, de développer plus que ça. Donc, limité à un seul immeuble, donc au bout de 18 mois, j'ai revendu le fonds de commerce que j'avais avec lui, enfin, mes quelques participations.
Et j'ai rejoint un groupe belge qui s'appelait Welkin Meraki à l'époque. Donc j'étais directeur du commercial Europe et directeur du développement en France. Donc je trouvais les immeubles et je signais les baux. Et j'avais une équipe ensuite de commerciaux pour remplir les immeubles. Et là, on se rapprochait du prime, c'est-à-dire de début d'immeubles avec des espaces privatifs, pas que des bureaux pour des jeunes startups, des nomades, des entrepreneurs. On commençait à avoir ça c'était en 2017, on commençait à avoir des vrais espaces privatifs de 50, 100, 200, 300 mètres carrés. On a signé des avocats, des boîtes de conseil, euh, tout en sachant que le mot coworking faisait toujours un petit peu peur. Mm. Une notion de cheap, le mot coworking, pour les grands corpos, les boîtes d'invest, les fonds d'investissement, les maisons de luxe. Et en fait, je me suis rendu compte, au bout de quasiment 7 8 ans d'expérience dans ce milieu-là, qu'il n'y avait pas d'offre du tout dédiée, et pas qu'en France d'ailleurs, dans le monde entier. Vous prenez tous les marchés, n'importe quelle activité, que ce soit le vestimentaire, les voitures, l'horlogerie, il y a toujours un pendant luxe, voire ultra luxe, de ces secteurs d'activité, et on ne l'avait pas du tout dans le bureau. Pas dans le bureau et encore moins dans le coworking avec cette notion on fait de la flexibilité, des bureaux avec des couleurs un peu criardes, pour des start-upers qui bossent, mais qui peuvent faire un baby-foot, boire de la bière et crier un peu fort. Et ça, les corpos, c'est pas du tout Non. leur façon de faire. Donc, j'ai repensé un petit peu à ce modèle-là en disant comment on adapte le modèle de la flexibilité, parce que finalement, le coworking, c'est de la flexibilité avant tout et du service, comment on l'adapte aux corpos et aux grandes maisons de luxe. Alors, j'ai de la chance d'avoir dans ma famille beaucoup de personnes qui bossent dans l'univers des palaces. J'ai eu la chance d'en fréquenter quelques fois et de comprendre, du coup, ça m'a permis de comprendre comment on adressait des services, comment on se tenait la rigueur, comment on s'adressait à une clientèle extrêmement exigeante. Et du coup, de se dire pourquoi on ne montrerait pas le premier palace de bureau. Donc, on a un petit peu benchmarké en 2018-2019 avec des brokers immobiliers, en s'apercevant qu'en fait, c'était un segment d'activité qui n'existait pas du tout. Et je me suis dit, bien en tête, allez, il faut créer ce secteur d'activité qui a été un petit peu ralenti du coup avec le Covid. Parce que je ne vous cache pas qu'avec le Covid, la seule chose qu'on entendait en allumant la télé, c'était c'est la mort du bureau, Mm. on ne reviendra pas au bureau. Il y a un exode des grandes métropoles vers plus de ruralité et on quitte les grandes métropoles pour se offrir un petit peu de meilleure qualité de vie. Je pense que ce n'était pas la mort du bureau, mais il fallait juste le réinventer. Comme beaucoup de secteurs d'activité, on voit beaucoup de startups qui réinventent des secteurs d'activité et l'immobilier, en règle générale, est un secteur vieillissant. Donc, aujourd'hui, en une phrase, Gustave Collection, c'est le mariage entre Régus et le Ritz. C'est un très bon résumé, effectivement, qui est parlant. C'est partir d'un besoin de l'utilisateur. Et il y avait effectivement ce segment-là qui n'était pas adressé parce que Mathieu, vous parlez des bureaux corporate et autres. Voilà, donc, il y a déjà à Paris des bureaux magnifiques pour les grands cabinets d'avocats, les banques d'affaires et autres. Mais il n'y avait pas ce penchant sur du bureau partagé, modulable au niveau des postes et effectivement avec en face des clients qui cherchent cette souplesse-là à la Exactement. fois au niveau des durées de location, mais aussi au niveau des espaces, tout en ayant un niveau de service qui est juste bluffant. Et effectivement, sur la qualité apportée au service et au détail des prestations, encore une fois, pour avoir pu visiter les trois immeubles que vous avez en co-exploitation, on parlera du quatrième qui est en fin de travaux. C'est bluffant et ça fait partie un peu je pense, des questions aujourd'hui que pouvaient nous poser certains investisseurs suite à la présentation de dossier. En fait, c'est pourquoi des locataires sont prêts à payer, entre guillemets, aussi cher pour des loyers. Alors, il faut bien mettre en face, encore une fois, déjà la localisation des actifs. On entend très souvent le mot prime, un peu Ouais, à tour de bras dans l'immobilier. Euh, Vous, en termes d'adresse, on peut difficilement faire mieux. Rue de la Paix, avenue de l'Opéra, rue de Rivoli. Donc, vous avez vraiment ciblé les adresses mythiques et vraiment emblématiques de Paris sur des immeubles que vous venez retravailler entièrement. Moi, de ce que j'ai pu voir, chaque immeuble va avoir une partie fitness, une partie même spa, sauna, mais tous les espaces sont vraiment poussés. C'est-à-dire, on n'a pas juste mis une cabine de hammam pour dire qu'il y a un hammam. Tout est bien pensé, les parties même de sport, les parties
notamment autour de la cuisine. Vous avez une vraie approche autour de la restauration qui est extrêmement, extrêmement poussée. Et ce côté service, conciergerie, vous parliez tout à l'heure de Palace, parce que le concierge, la conciergerie façon Palace, justement, pour amener ces services, ce qui explique qu'effectivement, des locataires qui sont pas n'importe qui, on parle de fonds d'investissement internationaux, on parle de grandes maisons de luxe françaises, on parle d'un pâtissier français extrêmement connu. Enfin, on parle encore une fois de locataires qui ont forcément également les moyens de se payer et d'avoir accès à ces niveaux-là de service. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui les locataires que vous ciblez. Nous, il y a un chiffre qui nous a absolument bluffé. C'est que 100% de taux d'occupation aujourd'hui dans vos immeubles en cours d'exploitation Oui. et il n'y a jamais eu de vacances locatives qui a duré plus de 3 mois. Donc Non. ça, c'est vraiment, enfin, encore une fois, pour connaître un petit peu l'immobilier de Avec, bureau, très très peu c'est de clients finalement, parce qu'on a 7 clients pour nous faire 100% de taux d'occupation. C'est aussi ça un petit peu le secret de ce 100% de taux d'occupation, c'est que comme on ne fait que de l'étage, ça je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais là où on se différencie on va se différencier vraiment du coworking en tant que tel, c'est qu'on ne fait que de l'étage privatif, voire de l'immeuble privatif. Très souvent dans le coworking, vous avez toujours 2 ou 3 bureaux au fond d'un couloir qui sont moins sympas, moins lumineux, donc qui sont toujours beaucoup plus difficiles à louer. Vous n'avez pas cette problématique-là avec Gustave, puisque ce ne sont que des étages entièrement loués, privatisés. Donc ça, c'est un des premiers points. On arrive à atteindre 100% de location. Sur la vacance, ça a aussi un point fort chez nous, c'est que on ne prend quasiment aucun contrat, sauf évidemment Société Fantastique, parce qu'on a besoin de le faire, aucun contrat en dessous de 24 mois. Et aujourd'hui, on a des clients qui se sont engagés même jusqu'à 8 ans et demi. Là, pour le coup, c'est des clients qui viennent chercher du service, du service, du service. Je pense que votre question, Thomas, elle allait être, c'est pourquoi ces clients viennent chez nous? Mm, Il y a plusieurs choses. C'est des clients qui souvent, donc gros corporate, vont passer d'un bail traditionnel à l'achat de leur mur. Et là, entre le moment où ils vont quitter leur location et le moment où ils achètent leur immeuble, où ils font leurs travaux, il peut souvent se passer 2 à 3 ans. Et donc, du c'est ça. coup, devient la solution flexible dédiée au corporate, parce qu'aucun aujourd'hui institutionnel ne va louer un bail tradit à moins de 6 ans, voire à moins de 9 ans, surtout dans les localisations dans lesquelles nous nous trouvons. Oui, en fait, c'est exactement ça. Encore une fois, il faut imaginer la belle entreprise qui quitte des magnifiques bureaux haussmanniens pour prendre possession d'un hôtel particulier parisien en cours de travaux, euh, basculer en intermédiaire dans un coworking traditionnel, Compliqué. c'est impensable. C'est C'est impensable. c'est très compliqué parce que euh, au-delà du service qu'on va offrir à ces maisons-là, il y a une vraie notion de confidentialité. Aujourd'hui, sur nos immeubles, on a entre 1 et 3 clients qui, en règle générale, en plus, se connaissent parce qu'entre les fonds d'investissement, les maisons de luxe, il y a un moment donné, dans leurs activités, ils se sont croisés et que la confidentialité et les réseaux IT chez nous sont vraiment poussés à l'extrême. Ce qui n'est pas vrai dans un coworker. Dans un coworker, vous pouvez trouver des membres et qui sont des membres journée, donc ils vont venir, ils vont s'installer dans un lieu, on va dire, commun. Vous avez des entrepreneurs qui auront un bureau de poste, et vous êtes souvent sur des très grands immeubles. Des immeubles qui font plutôt entre 4000, 6000, voire 8000 mètres carrés, où vous avez énormément de monde, quand nous avons des immeubles qui font entre 1800 et 2500 mètres carrés, donc quand même beaucoup plus petits, et où on limite finalement la clientèle à 1 voire 3 clients. Et donc ça, c'est important. Ensuite, on a une clientèle qui vient vraiment chercher ni flexibilité, mais alors ça, c'est plutôt la clientèle fonds d'investissement banque qui vient rechercher une adresse. Mm. Pour eux, qui est extrêmement importante, hein. Souvent, on dit dans l'hôtellerie qu'il y a 3 critères importants, c'est la localisation et la localisation, d'où nos adresses. Et eux vont venir chercher du service parce qu'ils ne veulent pas gérer des réceptionnistes, ils ne veulent pas s'ajouter ça en payroll, des office managers. Quand ils signent chez nous, on dessine tous leurs plans, on gère leur space planning, on va gérer le choix du mobilier à l'intérieur. En fait, on installe absolument tout et il s'enlève ce poids de la tête. Et ce poids d'immobilier est quand même assez costaud. Quand on n'y connaît rien, on a vite tendance déjà à surpayer, parce que ça, c'est connu. Et surtout, de
refaire 1 à 3 fois ce qu'on aurait pu faire en une fois parce que bah non, finalement, il nous fallait pas autant de salles de réunion, on s'est trompé, on a mal targeté parce qu'on nous a pas posé les bonnes questions. Et donc tout ça, nous, on vient en amont de leur réflexion en leur disant, voilà, vous avez besoin de tant de postes de travail, tant de bureaux de manager, comment on construit votre étage parfait? Et c'est là aussi où on a une grande, grande force. Sur le prix, on entend beaucoup de choses. On entend, et ça, je me bats un petit peu contre ça. On entend qu'on est extrêmement cher. Oui, on est cher, mais en fait, le delta, si vous voulez, on se bat avec le monde de l'immobilier qui parle souvent du mètre carré hors taxe, hors charge. C'est ça. Et en fait, ce qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est que, en effet, c'est la façon dont c'est proposé aujourd'hui par les brokers, donc les grandes maisons comme BNP Real Estate, CBRE, JLL. C'est le marché qui veut ça. On propose du mètre carré hors taxe, hors charge. Sauf que si on prend un exemple, un client qui va vouloir chercher du 1 000 € du mètre, derrière, sans s'en rendre compte, va rajouter environ 450 à 600 € de taxes et de charges. Et ça, un locataire, en fait, n'en parle jamais. Mais in fine, Hmm. il paye. Donc, Oui, quand son coût réel est bien supérieur au coût métrique affiché lors de la prise de location. Exactement. Et en plus, après, il va avoir son coût travaux. Il va avoir son coût remise en état. Donc, on a fait un petit tableau aujourd'hui qui a permis aussi de séduire beaucoup, beaucoup de nos clients. C'est qu'on appelle ça un cost comparison. C'est qu'en fait, on met tous les coûts inhérents à un immeuble, aux travaux. On met ce que nous, on inclut dedans. Et en règle générale, on est plus cher entre 12 et 28%. Alors, le 12-28%, ça va dépendre de la longueur du contrat. On va être à 28% sur un 24-36 mois. On va être à 12% sur un 60-72 mois. Mais 20% plus cher, on va dire une moyenne, 20% plus cher quand vous n'avez plus rien à gérer, euh, Oui, c'est du vrai clé en main. un vrai clé en main, que vous choisissez votre durée de contrat, que vous n'êtes pas contraint par un tradit à 6 ans ou à 9 ans, euh, que vous n'ajoutez pas du payroll à votre société parce que les 8 à 10 personnes qui travaillent dans l'immeuble sont des salariés de Gustave Collection, vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas le turnover à gérer, tout ça, ce sont quand même Hmm. des contraintes, que finalement, vous allez dans un immeuble avec beaucoup, beaucoup de services que vous n'auriez jamais, jamais offert à vos collaborateurs, ni même payé en termes de travaux. Tout ça, finalement, ce 20% s'explique assez Hmm. bien sur notre prix. C'est un petit peu quand vous allez comparer un 20 mètres carrés, une chambre 20 mètres carrés dans un 3 étoiles et un 20 mètres carrés, 20-25 mètres carrés dans un palace. La taille est approximativement la même. La déco va pas être la même chose, le lit va pas être de la même qualité, et surtout, toutes les infrastructures autour de la chambre ne vont pas être les mêmes. On est à peu près, on fait quasiment le même travail, sauf qu'ils sont chez nous le jour et à l'hôtel la nuit. Non, mais effectivement, Mathieu, ce que vous venez de dire, c'est assez important. C'est toute une question de la base de comparaison. Et C'est en ça. fait, le problème, c'est que d'un côté, on compare une location près d'un plateau brut au mètre carré, hors taxe, hors charge par an. Là où on arrive, effectivement, c'est aménagé, c'est meublé. Il y a une réceptionniste à l'accueil, il y a des personnes qui travaillent à la restauration, au service d'entretien. Le clé en main, il existe à l'instant T quand on prend possession des lieux de bureau. Et en fait, il suit tout le long de la vie du bail du locataire. Et ça, effectivement, et surtout sur ce genre d'entreprise, hein, encore une fois, si on parle d'un fonds étranger qui est là avec quelques collaborateurs, un de leurs enjeux, c'est justement c'est de ne pas avoir à se Exactement. soucier de ces problématiques-là. Et forcément, c'est normal, ils sont prêts à payer une surprime, mais vous C'est venez ça. d'expliquer factuellement qui est pas monstrueuse. C'est-à-dire que Non. votre business model ne repose pas sur le fait de trouver quelques corporates qui n'ont aucune idée prix de marché à qui vous vendez du x2 parce qu'ils n'y connaissent rien. Non, c'est voilà. Donc, Et puis ça n'existe plus, hein, ça, oui, non, mais de toute façon, voilà, on est bien aujourd'hui, on a d'accord des que. ratios. C'est assez facile de passer 2, 3 coups de fil à quelques brokers. On a des ratios immobiliers. Enfin, je ne sais pas si d'ailleurs ça s'est fait dans le passé. C'est vrai que Regus, on pratiquait des prix qui étaient plutôt très très chers, mais parce qu'on était les seuls au monde à faire ça avant 2015. Donc, c'est sûr que sur les prix, il n'y avait pas vraiment de notion. Euh, Aujourd'hui, on pourrait même dire une vraie chose qui manque dans notre marché, qui va être du coworking, du bureau opéré. C'est un classement, un petit peu comme on l'a dans les étoiles C'est vrai. avec les hôtels, parce que notre client est encore un peu perdu sur est-ce qu'un coworking, entre un coworking et un autre coworker, un bureau opéré et on va dire Gustave Collection, où est-ce que je m'y retrouve? Et on réfléchit avec quelques opérateurs justement peut-être à Ouais, des faire labels un ou des choses comme label. ça.
qui a un label avec, ça peut être des étoiles, ça peut être autre Mm. chose, ça peut être des clés, on peut réfléchir à ça. Mais ça serait bénéfique pour tout le monde parce qu'au moins le client ne se perdrait pas. De temps en temps, je vois des clients qui font sur la journée 7 à 8 visites de coworking et de bureaux opérés dans la journée, en sachant qu'il y en a 6 ne répondront jamais à 50% des facteurs clés et de décisionnels d'une société. Mm. Et c'est effectivement, enfin, encore une fois, on voit passer un paquet de projets de notre côté, parce qu'on finance à peu près 150, 200 opérations par an, donc on en étudie x 10. Ça, sur 5-6 dernières années, on a vu passer quelques dossiers, et sincèrement, lors de la visite, et ce sur 3 immeubles, c'est vraiment bluffant de voir le niveau de précision, le sens du détail qui est apporté. Vous parlez tout à l'heure de confidentialité, enfin, euh, tout est géré avec des Ouais. téléphones, les accès aux différents niveaux, les droits d'accès. Moi, je me souviens qu'il y a un niveau, par exemple, où, et pourtant j'étais avec un de vos associés, c'était un vendredi en fin de journée, il n'y avait personne qui était présent sur le plateau de bureau. Euh, on a pu enfin, on est rentré, et on est rentré juste dans l'espace d'accueil. On est Ouais. rentré dans aucun bureau individuel, donc c'est même votre associé. Enfin, voilà, c'est aussi Non, ça, bien sûr, que on a certaines règles de confidentialité avec des clients c'est où, ça, même moi, hein, enfin, je veux dire, même moi, on n'a pas accès à leur bureau parce que c'est un peu Fort Knox, parce qu'il y a des données très très sensibles. exactement. Si on prend l'exemple de ce fonds, c'est un fonds qui pèse plusieurs centaines de milliards avec des données très 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 confidentielles. Aujourd'hui, il y a 2 personnes chez Gustave qui sont mandatées ou sur même leur contrat de travail, il y a des clauses de confidentialité NDA qui leur ont été attribuées. Pour pouvoir entrer dans ces étages-là. Donc, oui, oui, on pousse le. Voilà, il y a un autre point qui est important aussi pour nos clients, c'est que, je pense que vous l'avez vu Thomas, c'est que nous, la marque Gustave Collection n'apparaît pas sur nos immeubles. En fait, C'est vrai. on est quasiment en marque blanche et les clients de nos clients ne peuvent pas s'imaginer où est-ce qu'ils sont finalement. Donc, C'est on vrai. lève un frein au corporate qui se dit, ah là là, nos clients, qu'est-ce qu'ils vont penser si on est chez un coworker? Alors, nous, on a essayé de bannir le mot coworking de notre langage. Malheureusement, on a encore quelques clients qui parlent de coworking, mais c'est pas très grave, c'est comme ça. Donc, voilà, on prend tout le pendant négatif de coworking pour le transformer en bureau opéré de luxe et ça marche plutôt pas trop mal. Et les mots effectivement, ont leur importance, surtout dans cette approche de niveau de gamme. Donc aujourd'hui, vous avez 3 immeubles qui sont exploités. Il y en a un quatrième qui est en cours de finalisation au niveau des travaux, c'est ça? C'est ça, on est à 60-70%. Alors, c'est un projet un petit peu différent. Alors, on a la chance avec nos 2 premiers immeubles de montrer aux propriétaires qu'on est plutôt des super locataires pour plusieurs points, parce que déjà, on restructure leur immeuble avec du sur-mesure, des très beaux matériaux comme du marbre, de la menuiserie, et tout est fait sur mesure, donc on ne pourra pas repartir avec, parce que ça ne servira à rien. Donc, on valorise les actifs de nos propriétaires. Deuxièmement, on s'engage sur des baux assez longs entre 9 et 12 Mm. ans, ce qui rassure un propriétaire. Et nos propriétaires ont compris qu'on était comme un hôtelier. Donc souvent, au bout de 9-12 ans, quand un locataire s'en va, je ne vais pas vous dire que l'immeuble est dans un mauvais état, voire rincé, mais ça arrive assez souvent. Dans le cas où nous, on ne reconduirait pas le bail au bout de 12 ans, le propriétaire va récupérer un immeuble en parfait état, puisque c'est notre produit et que comme un hôtel, on l'entretient et on le maintient tous les jours de l'année. Et autre point fort pour nos propriétaires, c'est que finalement, on a dans leurs locaux les clients qu'ils auraient adoré avoir aussi en bail traditionnel. C'est Donc, ça. C'est-à-dire que vous-même, vous faites en sorte d'être ce qu'on appelle une belle signature. C'est un beau locataire qui inspire confiance. Alors, je vais faire un raccourci, mais on le verra juste après sur le modèle juridique. Vos sous-locataires, ce n'est pas de la sous-location, ce pas de mais la spéculation. voilà. Moi, je prends l'image parce qu'elle est Oui, un bien peu sûr. parlante. Vos propres locataires, eux, sont effectivement des entreprises qui sont aussi des belles signatures. D'ailleurs, sur l'immeuble qui est situé Rivoli, vous avez commencé la commercialisation des espaces ou pas encore? Oui, oui, on a commencé la commercialisation des espaces. Aujourd'hui, les sociétés, alors je vais vous donner plutôt les typologies de secteur d'activité. Alors, chez Gustave, aujourd'hui, on a 2 typologies que sont les grandes maisons de luxe et les fonds d'investissement. Aujourd'hui, on en est depuis 3 semaines à une petite dizaine de visites. Alors, il faut savoir qu'en plus, moi, 10 visites, c'est beaucoup parce que vous comprenez bien que je suis une niche d'une niche d'une niche. Hmm. Mais on a un petit peu de chance en ce moment. On a un très très gros immeuble qui se vide au rond-point des Champs-Élysées pour plus de 10 000 mètres carrés.
où j'ai quasiment que ma La clientèle cible. donc là, on enchaîne les visites, donc ça, c'est plutôt bien avec, je pense, des signatures de contrats qui arriveront avant la fin de l'année. Mais on a deux nouveaux typologies de clients qui visitent actuellement, qu'on n'avait pas avant. Ce sont des cabinets d'avocats. Ok. Et là, pour le coup, nous, tout le service qu'on fournit, c'est quelque chose qui plaît plutôt pas mal. Et on a quelques très grandes sociétés d'IA qui ont fait des grandes levées de fonds. Alors, c'est plus de l'IA, on va dire, un peu high level sur des problématiques de médecine, de choses comme ça. Et donc, on a fait visiter deux belles sociétés en IA. L'avantage qu'on a aujourd'hui sur cet immeuble Rivoli, c'est qu'on a 3 étages et un tiers d'étage en location. Donc, on va aller chercher au maximum 3 clients, au minimum un, et que les conversations qu'on a avancées avec aujourd'hui 3 clients, 2 sont en privatisation totale Ok. et un autre client sur quasiment 70-75% de l'immeuble. Donc, Excellent. je pense que ça va faire un petit peu comme nous l'avons sur certains immeubles. On a souvent un gros client qui prend Hmm. 60-70% de l'immeuble et après un, voire deux autres clients pour les Qui se 30%. partagent le reste. Ouais, Ok. exactement. D'accord. Exactement. Euh, Justement, une question que certains investisseurs ont pu se poser, je vois d'ailleurs qu'elle a été posée pas plus tard qu'il y a quelques minutes. On va y répondre. Pourquoi vous n'achetez pas les immeubles? Alors, ça fait aussi un parallèle avec une autre question que j'allais vous poser, c'est pourquoi faire appel au financement participatif sur la première brique, et on va discuter aussi des autres financements que vous avez pu faire. Alors, Ouais, pourquoi vous n'achetez pas les immeubles? Déjà, parce qu'il faut trouver des immeubles qui répondent aux critères et qui sont à la vente. C'est oui. pas forcément le cas. Là, par exemple, vous avez un immeuble qui est loué par un très gros assureur mondial. Voilà, donc, bah, cet assureur, potentiellement, il est bailleur, mais il n'est pas forcément vendeur. Alors, il est peut-être vendeur, mais tout est une question de prix. Et après, pourquoi vous n'achetez pas les bâtiments? C'est déjà que ça répond aussi un peu à pourquoi vous faites appel aujourd'hui à la première brique. Euh, Vous l'avez expliqué, vous faites des très gros travaux, des gros aménagements, du sur-mesure, des très beaux matériaux, très beau mobilier. Donc ça, forcément, ça demande beaucoup de capitaux à injecter au Oui. début, avant Ouais. que votre chiffre d'affaires rentre, que votre chiffre d'affaires il commence à rentrer une fois que vos clients sont eux-mêmes ont pris possession des bureaux. Euh, donc vous avez un gros besoin en fait de trésorerie pour aménager et aussi pour payer les dépôts de garantie à Et vos bailleurs en fait. la première demande. Souvent, C'est ça. on a entre 15 à 18 mois de garantie à donner en cash au propriétaire. Ce À qui la signature. représente des sommes monumentales quand on parle De- d'immeubles ultra prime parisien. Entre 2 millions et 3,5 millions de garantie par immeuble. C'est ça. Donc ça multiplié par immeuble. Donc chaque nouvel immeuble, il y a la garantie. Potentiellement, il y a aussi les honoraires d'intermédiaires qui sont permis de trouver les immeubles, choses comme ça. Donc ça, c'est pareil. Avocat, broker, Ça, on parle aussi en grosse somme. bien sûr. Et après, l'aménagement. Et on est bien d'accord que vous avez dépensé tout ça et vous avez rentré aucun euro de chiffre d'affaires parce que vos clients Tout ne à sont fait. pas encore dans les murs. Tout à fait. Donc pourquoi vous n'achetez pas les bâtiments? Bah, c'est aussi parce que c'est des sommes qui sont énormes. Alors, je vais Et vous dire aujourd'hui, le bâtiment moyen, enfin le prix du bâtiment moyen sur les localisations où on est, autour de la place Vendôme, c'est des prix qui vont être entre 50 à, si on prend nos 4 immeubles, 50 à 150 millions d'euros. Alors même si c'est des super emplacements, nous, on est quand même encore une petite société pour ces sommes-là et qu'il faudrait quand même apporter à minima 30 à 35% d'apport de ces montants-là. c'est ça. Donc, euh, J'allais faire le parallèle, justement. On parlait tout à l'heure de l'hôtellerie. On l'a vu bah, avec le groupe Accor, par exemple, en leader un peu de ce phénomène. C'est en fait plein de groupes hôteliers qui se sont séparés des murs parce que ça leur consommait une quantité de trésorerie monumentale c'est qui ce était de qu'ils la appellent le trésorerie qu'ils ne pouvaient asset pas light. mettre dans l'exploitation. Ouais, c'est ce qu'ils appellent le asset light. En fait, si vous voulez, moi, si demain j'ai, allez, on va dire, ne serait-ce que c'est 30% de 100 millions, ça fait 30 millions d'euros, on serait 2 fois, voire, enfin, on serait 10 fois plus rentable, pardon, en ouvrant de nouveaux immeubles qu'en en achetant un. Un Alors, seul, c'est oui, ça. c'est sécurisant, c'est limite plus patrimonial finalement que business. Mais si vous prenez par exemple un exemple tout bête, hein, que ce soit Regus ou WeWork, ils ont acheté aucun immeuble réellement. Ils ont Regus 4000. Alors peut-être que le grand patron Mark Dixon en a acheté deux trois pour lui au bout d'un certain moment, mais clairement le business est plutôt sur de la location longue durée et injecter l'investissement dans de nouvelles ouvertures. Euh, à défaut de WeWork ou de Regus, où eux peuvent s'implanter 10, 15, 20 fois dans une ville, nous, c'est pas le cas.
Nous, on a une clientèle quand même de niche. On n'a pas 150 clients par an qui peuvent s'installer dans nos locaux. Donc, on capte le nombre d'ouvertures par ville. Et aujourd'hui, Paris, on est arrivé à 4 immeubles en 3 ans et demi, ce qui est déjà quand même pas mal pour une petite structure. Sur des emplacements aujourd'hui, des plus beaux emplacements du Monopoly, hein, si je résume un peu comme ça, C'est avec vrai. deux immeubles sur la rue de la Paix. Euh, on s'arrêtera à 4. On s'arrêtera à 4 pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'on aura à peu près 8 500 mètres carrés de bureaux à proposer, qu'on voudrait créer un petit peu de rareté, parce que Hmm. si on est sur le luxe, il ne faut pas qu'on ait 30 immeubles, hein, ça aurait plus de raison. Qu'on a des clients qui sont sur des contrats longs, comme je vous le disais, donc ça veut dire qu'on remettrait par année. Alors on a des cycles, hein. Aujourd'hui on a une moyenne de contrat de 3 ans et demi. Donc Ok. on a nos premiers clients qui vont arriver sur leur renouvellement l'année prochaine. Est-ce qu'ils partent pas? On n'en sait rien pour l'instant, on est plutôt sur la conservation de nos clients. Mais ça veut dire qu'on remettrait sur la quinzaine de plateaux, en prenant les 4 immeubles que nous aurions, de remettre que finalement 2 plateaux par an sur le marché. Donc finalement un effort commercial assez faible. Et avec la possibilité, alors ça c'est avec un petit peu d'ego, de potentiellement créer une petite liste d'attente Hmm. euh, avec des gens qui vont visiter, qui vont être invités à déjeuner dans nos restaurants en se disant, tiens, si un jour je suis chez Gustave, je vais pouvoir offrir tous ces services à mes collaborateurs. Voilà. Ce qu'il nous faudrait aujourd'hui pour nous développer, c'est plutôt un maillage international. C'est aller dans des C'est villes comme ça. Milan, comme Genève, Londres, et continuer à proposer des services à nos clients qui, eux, voyagent beaucoup et qui se disent, si on retrouve les mêmes standards qu'on a à Paris, dans des villes où on doit voyager, on sera assez rassuré de booker une salle de réunion par hasard ou de reprendre des bureaux chez Gustave parce qu'on connaît exactement leur fonction d'opérer. Leur façon d'opérer, pardon. Oui, effectivement. Ça, c'était une des questions que se posaient pas mal des membres de notre communauté. C'était justement de se dire quelle était votre profondeur de marché, en tout cas sur la France. Et vous avez répondu, vous allez vous-même limiter à 4 immeubles sur Paris. Et après, c'est 5-10 villes dans le monde où le modèle est réplicable. L'idée, c'est pas de créer justement un WeWork ou un Regus Non, bis. si vous prenez le chiffre de WeWork, ils ont monté 892 ou 895 bâtiments en 10 ans. Nous, on a un objectif à 12 15 ans de 30 à 40 immeubles. Alors, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Oui, et ce qui permet d'avoir un modèle un peu plus serein, on Oui. va dire, dans le déploiement et de faire garder ce qui est votre marque aujourd'hui, votre force, c'est l'ultra qualitatif. Parce que c'est sûr que quand on doit déployer 50, 100 immeubles par an, à un moment, on ne peut pas faire de l'ultra qualitatif, il ne faut pas se mentir. Ah, possible. Mais vous savez, Gustave Collection, on a repris pourquoi Collection. Ça, je l'ai pas dit, mais déjà pourquoi Gustave. Gustave, je voulais un prénom français qui puisse se dire dans toutes les langues sans être écorché. Ok, Et Gustave, ça se dit assez facilement dans n'importe quelle langue. Et c'est un hommage à Gustave Eiffel. Hein, en tant que d'accord. Parisien, la Tour Eiffel est quand même connue dans le monde entier, donc c'est cet hommage-là. Le collection, c'est pour vraiment coller aux grandes marques d'hôtellerie de luxe. Vous avez la Dorchester Collection avec des hôtels comme Plaza, comme le Meurice. Vous avez la Rosewood Collection avec le Crillon. Et si vous prenez toutes ces marques-là, qui ont environ entre 5, 6, 8 et 10 palaces dans le monde, en fait, par ville, ils en ont un ou deux. C'est ça. Donc voilà, le collection montre le pluralisme Des des, biens, mais le côté des biens, exclusif quand on prend une mais, localisation. Ok, mais worldwide en fait, finalement, pas sur une ville. ok, très clair. Euh, Donc, on a un petit peu justement évoqué le sujet du pourquoi faire appel au financement participatif, pourquoi en fait avoir besoin de lever ces capitaux, c'est parce que le moindre aménagement se chiffre en millions d'euros. C'est ça. Aujourd'hui, Gustave Collection a déjà fait 2 fois appel au financement participatif, avec Oui, un financement sur Tudigo et un financement sur la plateforme Baltis. tout à fait. Alors, au moment du montage dossier, vous nous aviez partagé bien sûr ces informations. Vous nous avez expliqué qu'il y avait eu un retard de paiement qui avait été réglé depuis. Donc Ouais. nous, de notre côté, on était informés et en connaissance de cause. Je profite de ce live pour répondre à 2, 3 sujets parce qu'on a répondu bien sûr aux questions individuelles qui nous ont été posées. Mais généralement, par expérience, quand quelqu'un se pose une question sur nos 150 000 inscrits, c'est forcément que d'autres personnes se la posent ou vont se la poser. Euh, sur Tudigo, il y avait pas mal de commentaires. Alors, enfin,
sur la page Google de Gustave Collection, il y avait Ouais, des on a super 2 fois avis. dans ce sens-là. Ouais, Voilà, il y a des super avis sur en gros vos clients qui sont ouais. très satisfaits. Et il y avait quelques avis négatifs d'investisseurs qui s'étaient positionnés à travers Tudigo. Donc ça, bien, les sujets de retard ont été régularisés et selon les avis Google, vous n'étiez pas responsable. Et ça, Bah, encore. on essaye avec Tudigo parce que maintenant, c'est des avis qui ont 8-10 mois et qui n'ont plus vraiment lieu d'être. Ils sont en train de Oui, page. Il faut que tout le monde comprenne une chose, et vous l'avez très justement expliqué il y a quelques minutes, c'est que lorsqu'on fait les travaux, on investit des millions en très peu de temps. En 3 à 4, 5 mois, on peut dépenser 3, 4, 5, 6 millions d'euros dans nos travaux. Qui dit travaux dit TVA. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, et ça, à chaque projet, ça revient. C'est que quand on fait 4 à 5 millions d'euros de travaux en 3 à 4 mois, on a souvent 1 million et demi de TVA dehors. Il faut savoir que l'État français aujourd'hui fait extrêmement attention à la TVA avec tout ce qui a pu se oui. passer, avec les arnaques à la TVA, et qu'on se bat toute la journée pour récupérer notre TVA. Surtout Euh, qu'effectivement, vos crédits TVA, enfin, un des sujets qui caractérise votre modèle, c'est que on est sur une grande échelle. Donc, quand on parle d'un crédit TVA, c'est littéralement l'État qui vous fait un virement. c'est ça. Et là, on parle d'un virement qui est voilà, 1 million, 1,5 million par actif. Entre 900 000, et on a eu des retards de TVA de 900 000, à 1,2 million de trésor de TVA, du coup, qui nous étaient pas rendus et qui effrayaient un petit peu l'État. Donc, ça nous a C'est pris ça. beaucoup de temps pour la récupérer. Ils nous ont demandé même de collecter de la TVA, donc ils nous ont même créé une petite loi pour nous, hein, en nous disant ce serait bien que vous récupériez 50. Collectez d'abord et on vous rend, même si vous, ouais, même si vous êtes un assujetti TVA et que vous avez un droit de déduction, collectez quand même et puis on vous rend après. OK? Exactement. Donc, il a fallu qu'on recollecte de la TVA pour qu'on nous rembourse petit à petit notre TVA, avec tous les contrôles, évidemment, et la longueur de contrôle administratif que ça peut engendrer. Nos retards de trésor, ils sont souvent, très souvent liés à ça. Alors maintenant, on en est à notre quatrième immeuble. Les impôts du deuxième arrondissement, parce qu'on est toujours dans les impôts du deuxième arrondissement, nous connaissent plutôt très très bien. Alors, Rivoli, on est dans le premier arrondissement, mais on a demandé aux gens de communiquer entre eux parce que ce ne sont pas les mêmes équipes. Bien évidemment. Donc voilà. Donc de temps en temps, on fait face à ces problématiques-là et qui sont extrêmement frustrantes parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. On a réussi à pallier une fois en faisant un crédit DAI auprès d'une Oui. banque. Mais en plus, le crédit DAI, il coûte 5,5%. Donc, en fait, l'État vous doit de l'argent. Derrière, il vous dit, bah, faites un crédit. Mais oui, enfin, c'est sympa de faire un crédit, mais en fait, c'est de l'argent que vous me devez à taux zéro. Et moi, je suis obligé d'emprunter à 5,5. Et finalement, je vais m'asseoir sur mes 5,5% parce que vous n'allez pas me les rembourser non plus. Donc voilà, donc voilà, on n'a pas des poches de cash gigantesques pour pallier de temps en temps à ces retards-là. Donc de temps en temps, ça nous fait un petit peu de défaut. Mais aujourd'hui, on est à jour de nos encours. On a juste eu quelques retards de quelques mois, mais jamais sans risque de se dire, OK, on ira au tapis. Non, avec les contrats que nous avons aujourd'hui, non, non, pas du tout. Merci, merci de la transparence. Et effectivement, c'est important d'expliquer le pourquoi, parce que là, c'est un pourquoi qui est factuel. Et c'est sûr que c'est des situations, on imagine bien, en tant que chef d'entreprise, qui sont très inconfortables, un peu Oui. pris entre le marteau et l'enclume. Et en plus, quand d'un côté, vous avez affaire à l'État, on est bien d'accord qu'il n'y a pas. Vous cherchez à faire accélérer les choses, mais à un moment, enfin, c'est pas vous qui avez On n'a pas la le même temporalité entre les Ouais, c'est entrepreneurs ça. et les banques aussi. Exactement. Donc, ce qui explique aussi le recours au financement participatif, qui va avoir le mérite d'être plus réactif. C'est exactement Euh, ça. je sais qu'un des éléments qui avait séduit votre associé avec qui j'avais fait les visites pour faire appel à la Première Brique, c'était justement le fait que nous, on avait une approche vraiment de casser complètement les barrières à l'entrée à l'investissement immobilier en étant accessible dès 1 euro et sans aucun frais. Et qu'il aimait beaucoup l'idée que justement, ça soit la rencontre d'une offre très accessible avec derrière un produit très exclusif, on va dire, parce que réservé à des entreprises quand même assez fortunées. Et le fait qu'autour d'un même projet, on pouvait avoir ces publics différents et ces enjeux différents qui pouvaient se retrouver. Donc, ça, c'est le bien plus sur notre ADN au sein de la Première Brique. Justement, si on parle très rapidement du montage, parce que pareil, généralement, on a l'habitude de faire
des prêts in fine ou des prêts avec du remboursement mensuel. Là, on a une approche un petit peu différente qui s'explique aussi vous-même par votre rythme d'encaissement de trésorerie des loyers. Donc, c'est du remboursement qui est semestriel Oui. avec 10% du capital à chaque fois et de sorte étalé sur 36 mois, de sorte à ce que à la fin, il reste 40% du capital restant dû. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Pourquoi ce modèle un petit peu euh, inhabituel, en tout cas pour les financements qu'on fait chez nous, c'est aussi pour coller avec vous votre rythme d'encaissement de loyer qui est généralement pareil sur du semestriel. Donc C'est l'idée, ça. c'était un non-sens financier d'aller vous demander de payer en mensuel alors que vous-même vous encaissez Alors, avec un rythme trimestriel ou différent. semestriel, ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Euh, Et et les 40% restants, parce que voilà. c'est souvent la question, euh, seront alors, soit financés par les résultats, et ça, on en est à peu près sûr, mais qui pourront aussi être financés plus aisément par le, on va dire, le système bancaire traditionnel, puisque évidemment, dans 3 ans, on n'aura plus fait de développement ni de croissance. Donc, on aura stabilisé nos chiffres et les banquiers pourront nous lire. Alors, il faut savoir que les banquiers, à chaque fois qu'on rentre dans une banque, on allume, on va dire, l'alarme rouge parce que coworking bureau opéré, attention WeWork, Ouais. voilà. Donc, nous, déjà, avec les banquiers, c'est compliqué. On est un modèle qui ne comprennent pas. On rentre pas forcément dans les cases qu'ils ont. Donc, c'est toujours des projets difficiles. Une fois, aujourd'hui, on bosse avec quelques banques maintenant depuis le début. Ils ont besoin de voir le projet maintenant se stabiliser, ce que je comprends. Et nous, on va le stabiliser aussi du coup avec ces 4 immeubles sans avoir à développer plus que cela. Et donc, dans 3 ans, on sera capable de refinancer de manière beaucoup plus, on va dire, facile avec du financement traditionnel. C'est ça. L'idée, c'est effectivement prendre le temps de montrer la robustesse du modèle. Et on sait, nous, on voit, on a fait pas mal de sujets en hôtellerie. Pareil, généralement, les banques vont demander d'avoir 1, 2, 3 ans d'exploitation, d'historique d'exploitation pour s'assurer que voilà, on est bien sur quelque chose qui est stable. On n'est pas juste sur une étoile filante qui a réussi un pari une fois pendant un an. Et après, ça devient beaucoup plus simple. Et je pense qu'effectivement, un des éléments qui fera votre force, c'est ce portefeuille restreint, mais ultra, ultra qualitatif, qui forcément parlera aussi beaucoup à nos amis les banquiers. Pour continuer dans le cadre du montage juridique qu'on a mis en place, pareil, autre notion que nos investisseurs n'ont pas forcément l'habitude de voir, c'est le nantissement des loyers. Oui, Donc, beaucoup de gens nous ont dit ah, pourquoi est-ce que sur ce dossier, il n'y a pas d'hypothèque? Donc, ça, on y a répondu. Gustave oui, Collection n'est pas propriétaire des murs et on va pas refaire l'historique, mais stratégiquement, ça ne serait pas une bonne chose d'ailleurs, d'un point de vue purement financier. Ce n'est pas intéressant pour vous, ce n'est pas là qu'est votre business model et votre rentabilité. Du coup, nous, forcément, quand on vient financer de l'immobilier, les gens, dans les montages classiques, on met en place des hypothèques. Là, en fait, on a mis en place du nantissement de loyer. Alors c'est ça. pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous, votre rentrée de trésorerie, qui est d'ailleurs assez facilement modélisable, pardon, c'est les loyers que vous allez percevoir qui sont liés au contrat de prestation que vous signez avec vos locataires. Voilà. Euh, Encore Et une qui sont fois, ces des locataires, contrats fermes. Donc, il y a une durée, c'est des c'est contrats ça, fermes. voilà. On a un loyer, donc on a un montant qui est connu, et on a une durée à minima ferme pour une première période. Après, il y a aussi de renouvellement et des choses comme ça. Donc, on arrive très facilement à faire des projections de trésorerie qui nous Ouais. ont permis à nous, en fait, de définir les garanties pour avoir des couvertures de garantie entre le montant prêté et le montant de trésorerie à recevoir. Donc, c'est-à-dire le loyer qui reste à courir par rapport quel est sur notre financement, par rapport au montant de loyer qui sont déjà signés et aux durées d'engagement de ces mêmes locataires Bien sûr. qui permet d'avoir des couvertures qui sont très confortables. Donc, le nantissement de loyer, en quoi ça consiste? Simplement, ça consiste que si jamais il y a un retard de paiement du côté de Gustave, on peut directement aller demander un paiement auprès du locataire concerné, de sorte à capter, entre guillemets, le loyer de ce locataire pour rembourser notre dette. C'est Donc ça. ça, voilà. Donc ça, effectivement, c'est un montage qu'on avait encore jamais proposé. On a fait du nantissement de fonds de commerce, choses comme ça sur l'hôtellerie, mais on n'avait encore jamais proposé ce montage-là. Bien évidemment, je le dis pour notre communauté, c'est des éléments qui ont été vérifiés en amont avec nos avocats conseils, nos notaires habituels et autres. On n'est pas en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas dans le code de commerce ou le code civil.
Non, non. C'est voilà, Oui, parfaitement on légal. là-dessus, on fait pas dans l'innovation, on fait sur ce qui existe et ce qui marche déjà. Et voilà, c'est l'idée vraiment de dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie, et c'est là où on revient sur ce qu'on disait un petit peu avant, sur la qualité de vos clients. On vient s'appuyer sur le fait qu'on a en face des personnes qui vont bien payer leurs échéances, qui sont des entreprises qui ont vraiment pignon sur eux et qui ont des grosses capacités financières et qui sont là, encore une fois, avec des contrats blindés, parce que si c'est votre intérêt d'avoir ces contrats-là de façon bien verrouillée, qui sont là Oui, pour une durée ferme et qu'on peut vraiment définir dans le temps. tout à fait. Euh, Mathieu, si ça vous va pour un peu le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire à notre communauté sur pourquoi pourquoi est-ce qu'un investisseur à la première brique devrait investir sur votre projet? Ouais, c'est un investissement un petit peu changeant, un petit peu différent, à mon avis, que vos investisseurs ont l'habitude de faire sur votre plateforme. On n'est pas sur du pur immobilier, on est sur de l'immobilier de service. On est sur quelque chose d'ultra palpable. Quand vous visitez nos immeubles, et Thomas, vous l'avez très bien dit, je vous en remercie parce que les mots que vous avez utilisés enfin, me touchent parce qu'on on y passe beaucoup de temps sur le service. On recrute des super talents dans l'hôtellerie parce qu'on leur rapporte aussi un petit peu de confort de vie parce qu'ils bossent plus le soir, ils bossent plus le week-end. Donc, on arrive à avoir des super talents grâce à ça. On est une jeune société, on a besoin d'aide parce que les financements traditionnels sur notre marché et sur notre jeunesse sont vraiment pas simples. C'est vrai que pour nous, c'est des investissements du coup qui représentent quand même beaucoup d'argent versus du traditionnel. Donc, on s'efforce d'avoir des clients en face pour répondre à ces garanties. Aujourd'hui, voilà, c'est un investissement qui est alors, premièrement sans risque parce que vous avez des contrats nantis avec des montants et des durées qui sont quand même extrêmement costauds. Et voilà, vous êtes sur un projet franco-français avec des très très belles adresses à Paris, assez prestigieuses, et qu'on a une équipe super dynamique et il faut nous soutenir. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, je me prends juste une petite précision parce que c'est aussi notre rôle. Vous avez fait juste une petite mention, je dois rebondir dessus, l'investissement sans risque. Euh, Non, sans risque. non, mais voilà, encore une fois, je comprends tout à fait votre point et je sais à quel point est-ce que vous croyez dans votre société et votre équipe d'associés, vous croyez dans votre modèle et Bien sincèrement, sûr. nous-mêmes, on est même vraiment convaincus, sinon on ne proposerait pas ce projet sur la plateforme. Euh, pour bien réexpliquer juste, c'est en fait, on vient prêter une somme d'argent et en face, on vient prendre des nantissements sur les loyers, donc avec bien sûr un contrat, hein, c'est pas juste taper dans la main, donc ça sera matérialisé par un contrat spécifique. Et les loyers, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais de mémoire, ça couvrait presque entre 8 ou 9 millions si on avait pris les loyers à venir sur les années, enfin, 9 millions et quelques, ouais. on avait fait un calcul. Donc, en fait, c'est cette différence-là de fonds. Et je vois juste une question sur quelqu'un qui disait que dans 12 mois, les contrats arrivaient à échéance. Non, non, enfin, chaque locataire a une durée différente. Il y en a effectivement à qui reste 12 mois, mais potentiellement avec du renouvellement. Et sinon, dans l'historique de Gustave Collection, on a toujours eu 100% de taux d'occupation, pardon, avec je crois que la plus longue vacance locative, ça avait été 3 mois. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on a calculé, c'est les 9 millions par rapport au montant prêté. Oui. Et si jamais dans ces investisseurs, enfin dans ces preneurs-là, il y a une personne qui venait à partir, donc à l'issue de la durée, donc qui intègre les 9 millions, avec une vacance locative, même scénario catastrophe, qui n'était pas de 3 mois, mais qui était de 9 mois, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que vous avez jamais eu, on retombait plus que largement Ouais. sur nos pattes. Et puis vous avez en nantissement, et c'est important de le lire, le contrat qui est le plus long qu'on a signé chez Gustave Collection et qui est encore sur une période de plus de 6 ans ferme. Oui, et rien que celui-là suffit à couvrir, je crois, deux fois le montant qu'on C'est finance. ça. C'est ça. Ok, Tout à fait. Et ce contrat est ferme et signé. C'est des clients qui sont chez nous depuis 2 ans. Et donc, c'est le contrat de 8 ans et demi ferme qui a été signé chez c'est nous. ça. Voilà. Mathieu, merci beaucoup. Merci encore de vous être disponible Non, lundi non, avec de pont de plaisir. novembre. Nous, pareil, on est mobilisés chez Après un Brick pour répondre aux questions nécessaires toute la journée et aux questions qui ont été posées durant le week-end.
Merci à vous. On Merci à vous partagera également. sûrement il y a une centaine de participants qui nous ont suivis là durant tout l'échange. On diffusera cet échange aux autres investisseurs qui n'ont pas pu se connecter et qui seraient intéressés pour investir sur le projet, sur la plateforme La Première Brique. Et rendez-vous très très vite pour l'ouverture de la collecte qu'on lance aujourd'hui même et qu'on lance précisément en 38 minutes et 33 secondes. Voilà. C'est très précis. Merci Mathieu, à très bientôt. Merci Thomas et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.